Bonjour. Donc, dans cette séance, on va essayer de continuer ce qu'on a déjà commencé dans le chapitre de la statistique de Fermi Dirac. On va étudier spécialement le gaz de Fermi à basse température. Alors, je rappelle que le gaz de Fermi, c'est un système de N fermions. Quand on dit fermions, il faut tout simplement voir que ces fermions-là présentent des caractéristiques suivantes. Ils ont un style de vie entier, et puis ils ont un état antisymétrique, et puis ils obéissent au principe de pôle, principe d'exclusion de pôle. Et ces trois propriétés sont liées en fait entre elles. Alors, on va étudier uniquement les fermions sans interaction, dans le cas sans interaction. Ce sont des fermions libres. On va les étudier à basse température, après avoir vu le cas T égale à 0. C'est très important, je rappelle le cas de T égale 0. Et pour le faire, en fait, il faut avoir une propriété très importante qui caractérise le comportement de ces fermions, à savoir, c'est le nombre d'occupations. Alors, le nombre d'occupations, je vais tout simplement le noter N alpha, qui est tout simplement le nombre moyen occupant un état à une particule, noté alpha. Alors, on va l'appeler aussi F alpha, qui est encore dit le facteur de Fermi. Facteur de Fermi. Ce facteur, il est défini ainsi. 1 sur exponentielle bêta epsilon moins u plus, avec lui le potentiel chimique, et bêta, c'est tout simplement 1 sur la constante Boltzmann de la température. Alors ce facteur-là, il détermine toutes les propriétés de ces fermions à T égale 0. Bon, à T égale 0, si je vois le nombre d'occupations en fonction de l'énergie, j'aurai une énergie caractéristique qui est mu, donc un comportement spécial autour de mu, et à T égale 0 exactement, ça nous donne un nombre d'occupations qui égale 1 pour epsilon inférieur à mu, et un nombre d'occupations égal à 0 pour epsilon supérieur à mu. Alors, ce comportement d'échelon implique tout simplement que les états qui sont inférieurs à mu, ils seront occupés. Et les états qui sont supérieurs à mu seront vides. Dans ce cas-là, T égale 0, on va noter le mu comme étant, bon, pour les fermions, juste pour les fermions, on va l'appeler epsilon f. À T égale 0, on va l'appeler epsilon f 0, vers le niveau du fermion. Alors maintenant, on va étudier le cas basse température. Pas tout à fait T égale 0, mais des températures qui sont basses. Alors que veut dire basse température? Alors en physique, lorsqu'on dit une grandeur est basse, il faut la comparer à quelque chose. En général, on la compare à une température caractéristique du système. Alors notre système, c'est un ensemble de fermions. Alors une température caractéristique sera liée tout simplement à ce niveau de fermion. Donc je rappelle que nos états, ils sont occupés de l'état dans l'échelle des énergies de l'état 0 jusqu'à le niveau epsilon 0F. Et tous ces états-là, ils seront jusqu'à ce niveau-là. Alors, on va tout simplement dire que l'epsilon 0F, on va lui associer une température caractéristique telle que epsilon 0F égale KBT TF, où TF est dite température de Fermi. Donc en fait, c'est l'équivalent classique d'une énergie qu'il faut donner au système pour exciter une particule ici, pour la mettre là. Et donc, ça sera, il faut gagner une grandeur de l'ordre de KBT pour faire cette transformation. Maintenant, dans le cadre de cette approximation, qu'est-ce qu'il y a de pratique dans cette approximation? Si on voit dans le monde pratique, on va prendre un système, on va calculer sa température de Fermi et regarder. Je prends un exemple qui est les électrons de conduction. Bon, les électrons de
conduction dans le cuivre. Alors dans ce cas-là, en calculant dF pour le cuivre, on trouve dF de l'ordre de à peu près 10 à la puissance 4 degrés, ce qui est très très énorme. Et donc même à température ambiante, on peut dire que vraiment on est à basse température. Et donc relativement, en comparant ces deux expressions, on va voir que T est très très petit devant TF, même à des températures alors quel que soit T, allant même jusqu'à la fusion des métal. Ça reste toujours valable. Donc, c'est vraiment pas une approximation grossière, c'est une approximation qui s'approche un peu de l'exact. Alors maintenant, on va voir comment implémenter ça. On va utiliser un outil mathématique très important. Alors cet outil mathématique, il s'appelle le développement de Sommerfeld. Développement de Sommerfeld. Je vais juste donner la formule. Donc ça a été fait dans les séances précédentes. Je rappelle tout simplement que, donc, si je prends cette distribution-là, en augmentant un peu la température, je vais la perturber. Et si j'essaie de tracer le comportement à T différent de 0, j'aurai la forme suivante. Donc T différent de 0, mais un peu basse par rapport à Tn. Donc j'aurai un comportement qui est sous cette forme-là. Et ça c'est à T égale 0. Et ça c'est à T différent de 0, mais T très très petit de mon à la glucose. Alors en remarquant que il y a un changement autour du niveau GRB, c'est uniquement ici qu'il y a une perturbation. Alors, cette perturbation due à la température, elle est tout simplement de l'ordre de KBT, et une citation thermique due à la température est de l'ordre de KBT. Alors, ceci, tout simplement que ça, c'est très très petit devant ça, parce que ça répond tout simplement à la condition T très très petite devant TF. Et donc KBT, ça sera très très petit devant epsilon 0. Ce qui montre qu'on peut exploiter ça dans le calcul pour approcher certaines fonctions. Alors dans ce cas, si nous voulons calculer les grandeurs thermodynamiques, nous serons toujours amenés à calculer des intégrales de la forme suivante. 0 à l'infini, donc c'est l'intégration des énergies. Bien sûr, il y a le f de epsilon, je n'en vais plus passer en fonction de epsilon, de epsilon, avec une autre fonction. Ça dépend de la grandeur thermodynamique qu'on veut calculer. Alors ces intégrales, en général, ils n'ont pas de solution analytique. On ne peut pas analytiquement exprimer la valeur de l'intégrale I. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va exploiter le fait que la fonction il varie uniquement, la fonction f de epsilon uniquement à ce voisinage-là. On va faire un développement limité, un développement de Taylor. Alors si on fait ça, on va arriver à la relation suivante. I égale. Et ça sera une première approximation en disant qu'on est à T égale 0. Au 0 ordre, on va supposer qu'on est à T égale 0. Donc on va faire l'intégrale uniquement à 0 epsilon f parce qu'après epsilon f, il n'y a pas d'état occupé. Donc on va prendre le genre ici. Donc ça sera le g de epsilon, f epsilon égale 1 à T égale 0. Et ça sera donc l'approximation 0 ordre de cette intégrale. Et puis, je veux dire qu'il y aura une perturbation qui dépend de la température. Donc j'aurai un coefficient en T, un coefficient en T carré, etc. Alors dans ce cas-là, il se trouve qu'on n'a pas de coefficient en T. Et ça c'est avantageux pour nous. Il n'y a pas de coefficient en T. Et ça c'est dû uniquement à cette symétrie autour du potentiel chimique. Donc dans le calcul, cette symétrie se traduit par l'absence de tout coefficient impair dans le développement. Il y a un coefficient qui est en T carré. Bien sûr, ça ne va pas être en T carré, ça va être en T sur TF T au carré. Ça c'est le deuxième coefficient qui va apparaître. Alors celui-là, donc tout simplement, c'est avec un coefficient
Donc après tout calculé, c'est P carré sur 6. Et sur P carré, multiplié par, j'ai pris en Y. Donc ça, normalement il y a d'autres termes. Mais on va se contenter de ça pour dire que ça c'est le développement de son masse. On va essayer d'appliquer ce développement-là pour calculer quelques grandeurs thermodynamiques. On va commencer par le nombre de particules. Alors, nombre de particules. Nombre de particules. C'est N, il est défini tout simplement par, c'est vraiment un nombre moyen de particules. Parce qu'on est dans l'ensemble grand canonique. Donc, c'est un nombre moyen. Et ce nombre moyen est défini tout simplement par l'ensemble des nombres moyens occupant chaque état alpha. Et donc, il faut calculer cette grandeur-là. Le N alpha, c'est juste le facteur de Fermi que je viens d'effacer ici. Mais, il y a une licence sur tous les niveaux. Donc, la limite du grand volume. Dans la limite des grands volumes, pour nous, ça sera la limite continue. Et on pourra transformer l'intégrale, la somme en intégrale. Normalement, nous aurons des attaques qui sont discontinues comme ça. Lorsque le volume augmente, l'espacement entre ces deux niveaux successifs tend vers 0. Et alors, nous aurons donc une intégrale. Alors, cette intégrale, ça sera tout simplement, ça dépend du facteur qu'on va utiliser, de la variable. Je peux la faire directement en fonction de epsilon, si je veux, parce que le f, le facteur de Fermi, il dépend que de epsilon. Donc, si je fais epsilon, je trouve que la somme de ces nombres-là, c'est l'intégrale de f d'epsilon multiplié par une densité d'état en epsilon. Et ce sera de 0 à l'infini. On peut les énergies. Rappelons que cette densité d'état, c'est tout simplement proportionnel à racine d'epsilon. Bon, on a dit que notre densité d'état, c'est proportionnel à la racine de epsilon. Alors la constante de proportionnalité est égale par le prix GV, c'est HQ. Tel que G, c'est tout simplement la dégénérescence du hausse-pi. C'est le nombre. Alors ce G là, c'est 2S plus en général. Si j'ai un spin un demi, G égale à 2. J'aurai donc les états up et down. Donc G égale à 2 dans ce cas. Mais en cas général, il y a un facteur G. Alors, il y a 2N à la puissance 3 demi, et puis l'intégrale de 0 à l'infini, et de epsilon maintenant il reste que l'epsilon 1 demi, et le f de epsilon, c'est le f de epsilon qui est epsilon. À ce niveau-là, donc, on voit qu'on vraiment on converge vers ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que les grandeurs thermodynamiques, ils se mettent sur cette forme. Alors dans notre cas, ce sera G de epsilon, c'est juste epsilon à la puissance 1 demi. Voilà notre G de epsilon. Il suffit de remplacer pour obtenir le développement. Alors dans ce cas-là, j'obtiens notre intégrale. Donc c'est égal à 2pi GV sur HQ, 2m à la puissance 3,5, et puis j'ouvre la collade, et je prends que le G epsilon, sans la f de epsilon. Ce sera juste l'intégrale de ça. Ce sera l'intégrale 0 à epsilon f, de epsilon à la puissance 1,5, et epsilon en premier ordre, au zéro ordre, plus au second ordre, pi carré sur 6. Alors là, je dois corriger. Normalement, ce n'est pas TCP, c'est t carré et c'est KB t carré. Tout simplement. Voilà. Alors là, la BT carré. Et puis, la dérivée de G' en epsilon f. Alors la dérivée de G, c'est 1 demi epsilon moins 1 demi en epsilon f. Voilà. Donc ça termine cette approximation. Alors, quand est égal ça, c'est égal à la constante que j'ai là, multiplié par. L'intégrale de ça, c'est juste epsilon. Ah, alors j'ai 1 demi, donc 3 demi, donc c'est équilibre avec un 2 tiers, et c'est entre 0 et epsilon f. Voilà. Et le deuxième terme, c'est pi carré sur 6 kBT, et tout au carré.
facteur de. Alors, le 1 demi, normalement, je le mets là, et j'aurai donc pi carré sur 12. Voilà. Pi carré sur 12, directement. Et j'ai un epsilon f à la puissance moins 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de factoriser par ce terme. Je vais garder un 1 ici. Et le reste, ça sera la correction à la valeur à la température T égale 0. Si T égale 0, il reste ce terme. Et c'est pour ça que je vais avoir un 1 ici. Bon. Je factorise par 2 tiers epsilon f 3 demi. Comme ça. Alors, le 2 tiers, si je multiplie ici, ça sera 4 pi gb sur 3 alpha cube. Ce côté-là. Deuxième, à la puissance 3 demi. Et puis, de l'autre côté, j'aurai un epsilon f à la puissance 3 demi. Je rends facteur. Et facteur de 1. Plus. Alors, il faut multiplier par 2 tiers, donc, par 3 demi, pardon. Par 3 demi. Alors, le 3 reste un 4, donc c'est pi carré sur 1. Ce côté-là, donc 1 carré au carré. Et là, le epsilon f moins 1 demi moins 3 demi. Donc, c'est epsilon f moins 2. Voilà. Est-ce que c'est équilibré? Oui. Ça, c'est une énergie. La dimension de l'énergie, ça, c'est la dimension de l'énergie. Avec un coefficient de 2, moins 2, donc ça en bas, c'est bon. C'est bon, donc c'est sans unité. Et le reste, c'est quoi ceci? Bon, on est en train de calculer les termes. Et donc, on va l'aborder. Normalement, ceci, ça doit être lié à ce qui se passe à T égale 0. On va après le voir. Pour le moment, on va dire tout simplement, ça c'est notre estimation, notre approximation pour le nombre moyen de particules. Et bon, j'ai l'avantage de donner le n, mais il y a un tout petit problème parce que maintenant le epsilon n, je ne le connais pas. Et ce n'est pas le epsilon 0f, parce que l'epsilon 0f, c'est uniquement à t égale 0. Donc, normalement, le epsilon f, il dépend de la température, je ne le connais pas. Je rappelle que on est passé de l'ensemble canonique vers l'ensemble grand canonique. Parce qu'on ne pouvait pas faire le calcul ici. On ne pouvait pas factoriser parce qu'on devrait prendre explicitement compte de toutes les antisymétrisations qu'il est. C'est très difficile de le faire dans ce constat. Donc en échange, on est passé de l'ensemble grand canonique. Mais il y a un frère P. Le frère P, c'est qu'il faut calculer le potentiel chimique. C'est ça. Parce que là, c'est un ensemble NV. Et là, c'est un ensemble UV. Et normalement, l'échange, c'est ainsi. Donc, en échange de simplification du calcul, j'aurai un facteur de plus qu'il faut à chaque fois ajuster pour avoir le bon nombre de particules. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de renverser ça. Si je veux bien revenir au nombre canonique. Si je calcule l'union en fonction de T, et je trouve le syndisant avec T, c'est bon, j'ai tout renversé, et je peux même travailler ici sans aucun problème. Donc voilà, il faut calculer epsilon. Donc il faut renverser cette équation-là. Donc ce sera le deuxième point, qui est le potentiel chimique. Alors le potentiel chimique, maintenant, potentiel chimique. Genre, potentiel chimique, on en a epsilon f pour lesquels c'est. Alors qu'est-ce que je vais faire? Avec des puissances comme ça, donc c'est très difficile de le gérer. Bon, je vais tout simplement mettre ces epsilon f en bas pour garder simplement l'uniformité de toutes les expressions. Alors qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais faire la chose suivante. Je vais faire marche arrière et dire que on va supposer que notre potentiel chimique epsilon f, c'est tout simplement la valeur de epsilon 0f à t égale 0 plus une petite correction. Et à moins de calculer cette petite correction. Alors je vais laisser cette forme plus convenable. En gardant toujours l'uniformité de l'expression, c'est ça, 1 plus un certain delta, sauf qu'il n'a pas d'unité cette fois-ci. Et c'est là que cette correction est la unité d'énergie. Donc je vais travailler avec ça, mathématiquement c'est plus simple. Alors si je fais ça, et je remplace, alors je vais donner juste les étapes. Il faut avoir ce epsilon f à la puissance 3 demi. Avant donc, si j'aimerais tout normaliser, cette expression-là, il me dit quelque chose, à t égale 0. J'aimerais que simplifier avant de s'engager dans ça, j'aimerais simplifier ça, à t égale 0.
0, ça va être tout simplement un epsilon 0. Et epsilon 0, il faut que je le connaisse. Donc, cette expression est réduite à quelque chose de connu. Donc, à t égale 0, l'expression pour epsilon 0f, donc, je vais pas donner l'expression, c'est 1 sur 2n, eh bien, c'est 3n h carré sur 4pi gv à la puissance 2 tiers. Si je fais ça là, donc il y a uniquement n égale n epsilon 0f à la puissance, je vais epsilon 0f à la puissance moins 3 demi. Ça, c'est cette expression. Juste là. Et maintenant, le epsilon f à la puissance 3 demi facteur de ceci, de 1 plus la correction. P carré sur 8 et kbt sur epsilon f au carré. Maintenant, je suis prêt pour utiliser mon expression. Alors, celui-là, ça va être encore une fois normalisé, donc les choses apparaissent encore plus claires. Epsilon f sur epsilon 0f, tout à la façon 3 demi. J'ai n de ce côté, des deux côtés, je peux la simplifier. Reste ça égal à 1. Alors, dans cette expression-là, je peux maintenant utiliser mon approximation. Si je l'utilise, je n'ai que deux choses à utiliser. J'ai cette puissance-là et cette puissance-là. Alors, je donne la formule. Alors, tout simplement la recette. La recette, c'est utiliser le fait que 1 plus est une expression très petite à la puissance, un certain coefficient alpha, au premier ordre, c'est 1 plus alpha epsilon. Et ça donne le résultat suivant. Donc, on peut remplacer, trouver le delta. On va rester là, trouver le delta. Mais tout est presque, il n'y a plus de puissance qui sont tout sera presque linéarisé en delta. Ça sera linéarisé en delta. Alors, dans ce cas, je vais faire une suivante pour le potentiel chimique, qui est déjà très très bien. Alors, j'obtiens epsilon f égale, bien sûr, epsilon 0 f, 1 plus le facteur delta de correction, qui n'est autre que le. Non, il y a un signe moins ici. Moins p carré sur 12, et j'aurai le kbt plutôt au carré. Voilà le potentiel chimique en fin de compte. Si j'essaie de tracer ça, le potentiel chimique en fonction de la température. Alors, le potentiel chimique il se comporte de la manière suivante. D'après ça, à t égale 0, j'ai tout simplement epsilon 0. Il est positif. Puis après, il y a une décroissance. Cette décroissance, elle est sous forme parabolique. Et cette parabole, elle est convexe. Pardon, elle est concave. Ça, c'est concave. Alors, elle prend cette forme-là. Et il s'allume, bien sûr, à un certain point. Pardon, j'ai oublié encore un terme de normalisation, parce que ça ne doit pas avoir des limites. Et là, ça, c'est epsilon 0. Ça ne doit pas avoir d'unité. Alors, à kbt égale epsilon 0f, kbt. Donc, j'aurai une annulation du potentiel chimique. kbt égale epsilon 0f. Si je divise par k, ce sera t égale tout simplement tf, qui est la température du ciel. Donc, à tf, j'aurai une annulation. Bon, je peux tout simplement continuer avec l'équation parce que notre approximation n'est plus valable à haute température. Et il y a un autre comportement, en fait. Il y a un autre comportement ici. Ça, on va le voir lorsqu'on va développer à haute température. Bon, première remarque, c'est que le potentiel chimique, lui, qui est égal à epsilon f, est positif à basse température. Ok, il faut intérieur le potentiel chimique, elle est positive. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire tout simplement que il faut un coût énergétique pour ajouter une particule. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Et donc, le système ne va pas aimer ça. Donc, il va essayer d'expulser la particule en général. Donc, comme s'il y a une certaine répulsion fictive. Normalement, il n'y a pas de répulsion. Il n'y a pas d'interaction entre les particules. Ce sont des particules sans interaction. Mais, vu le principe d'exclusion de Pauli, il va essayer tout simplement de l'expulser comme s'il y avait effectivement une énergie, un coût énergétique. Donc, disons tout simplement qu'il y a un coût énergétique pour l'ajout d'une particule.
Bien sûr, si le potentiel était négatif, donc il serait favorable pour le système d'acquérir une nouvelle partie. Et je vous remercie de votre attention.